Je dois vous parler des colères de la Terre. Je reviendrai là-dessus en terminant. Oui, j'avais voulu commencer en vous disant que la Terre n'était jamais en colère et que par conséquent, je pouvais partir. Mais je vous expliquerai pourquoi elle n'est pas en colère. Néanmoins, vous connaissez un certain nombre de phénomènes que les hommes, ces espèces de tout petits animaux à la surface du globe, ont tendance à considérer comme des manifestations de la colère de leur bonne vieille terre. Vous connaissez tous des tremblements de terre, des volcans, des quantités de petites choses comme ça. Et c'est ce dont nous allons, je ne dirais pas parler, parce que moi j'ai pas mal de phénomènes à vous évoquer, même si ça ne va pas plus loin. C'est quand même plus différent les uns des autres, en tout cas plus compliqué, qu'un vulgaire petit caillou qui peut nous tomber sur la tête. Donc, je vais commencer par les volcans, parce que les volcans, c'est beau, c'est spectaculaire. Avouez quand même que quand on voit des images à la télévision ou autre, et puis mon ami Haroun Tazieff, hélas disparu, il adorait ça. Et je partageais un peu sa façon de voir en ce qui concerne la beauté de ce phénomène. La Terre, on vous en a parlé tout à l'heure, on vous a dit qu'elle avait un gros noyau et qui avait beaucoup de fer, qui était très lourd. Et au centre de la Terre, on a des températures très élevées, de l'ordre de 5000 degrés. Mais la pression est énorme et néanmoins, cette partie centrale de la Terre est très rigide. Elle est très solide. Mais par contre, quand on arrive sous la croûte terrestre, qui est une petite pellicule à sa surface qui fait au maximum 50-100 km d'épaisseur, c'est pas beaucoup, eh bien là, il arrive que par endroits, la pression diminue suffisamment pour que les roches deviennent fluides. On appelle ça un magma. On appelle ça un magma, il est léger puisqu'il est liquide et il a envie, bien entendu, puisque plus léger que le reste, de monter vers la surface. Il est dans une chambre magmatique, c'est comme ça qu'on l'appelle, et il va profiter d'un peu tout et n'importe quoi, d'une cassure de la croûte terrestre pour arriver à la surface. Et ça sera une éruption volcanique. C'est tout bête. Mon ami Bardantsev a l'habitude de dire qu'il y a 7 risques capitaux, comme les péchés. D'abord, les coulées de lave. Les coulées de lave, c'est ce qu'on fait de plus joli, c'est très beau, c'est rouge, c'est un spectacle, c'est peu dangereux. C'est peu dangereux parce que la vitesse va d'une centaine de mètres à l'heure à quelques kilomètres à l'heure. Malheureusement, évidemment, une coulée de lave, ça va ne pas vraiment tenir compte des forêts, des villages et autres petites plaisanteries qui pourraient rester sur le passage. Ça peut ensevelir, mais c'est tout. Et des coulées de lave, vous en avez couramment sur l'Etna, vous en avez eu sur le Vésuve, vous en avez sur le Vésuve, puisque depuis la période historique, on a recensé 81 éruptions du Vésuve. Et sur les 81, il y en a 76 qui ne sont que des coulées de lave. Vous avez également le Kilauea, aux îles Hawaï, enfin, etc. Ça, c'est le premier risque. Deuxième risque, les projections. C'est qui part en l'air à la sortie du cône volcanique. Ce sont des blocs qui sont plus ou moins gros. Alors évidemment, ils sautent en l'air, mais ils vont retomber. Ça, difficile de faire autrement. Donc il y a des blocs, il y a énormément de cendres, c'est-à-dire en fait de quelque chose d'infiniment plus petit, moins palpable, de la poussière, et en quantité parfois énorme, puisque ça peut recouvrir des surfaces géantes, voire même faire le tour de la Terre. Par exemple, l'éruption du Krakatoa ou Krakatau, dans les îles de la Sonde, en Indonésie, les cendres ont fait le tour de la Terre pendant plusieurs années. Ça donnait des aurores boréales, des phénomènes lumineux magnifiques, même dans notre pays. Vous avez par exemple, sur le Vésuve, 4 éruptions de ce type sur les 81. Vous avez des volcans qui sont spécialisés là-dedans, les volcans d'Indonésie par exemple,
ou le Sainte-Hélène en 1980. Le Sainte-Hélène, c'est aux États-Unis. Pour donner une idée, le Sainte-Hélène a monté ses cendres à 25 km de hauteur et elles ont recouvert un territoire de plus de 50 km de diamètre. Troisième risque capital, les écoulements. Les écoulements, c'est ce que nous appelons souvent des nuées ardentes. C'est un risque majeur. Pourquoi c'est un risque majeur? Parce que la vitesse de ces écoulements est de plusieurs centaines de kilomètres heure, c'est-à-dire que ça va extrêmement vite. Il y a une chaleur considérable, un effet de souffle non moins considérable. C'est formé de gaz, de cendres mélangées, et c'est l'éruption du Vésuve en 80 sur une seule, mais c'est la fameuse éruption qui a enseveli Pompéi et les autres villages. C'est l'éruption de la montagne Pelée à la Martinique. Quatrième risque, le gaz. Il peut y avoir des émissions de gaz nocifs. Ah, c'est beaucoup moins spectaculaire, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ce n'est pas toujours sur une éruption, ça peut être un dégazage tout à fait calme et tranquille, comme celui qui a eu lieu au lac Nyos, au Cameroun, en 1986. Malheureusement, le gaz est en général irrespirable. Alors, ou vous retenez votre respiration, ou il se passe ce qui s'est passé au lac Nyos, et c'est terminé. Cinquième risque, les coulées de boue. Ce que les scientifiques appellent des lares, mais ça ne nous intéresse pas, qui sont un mélange de cendres et d'eau. Soit parce qu'il pleut en même temps, par exemple dans les pays de mousson, soit parce que la neige ou la glace fond et se mêlent aux cendres du volcan. Ou même il y a de l'eau qui vient avec le magma, donc que le volcan crache vers l'extérieur. Donc c'est un très grand risque. C'est un très grand risque parce qu'une coulée de boue, ça ne respecte rien. C'est pire qu'une crue de rivière. Et on peut vous citer l'éruption du Nevado del Ruiz en Colombie en 1985. Sixième risque, les glissements de terrain, c'est la destruction partielle du cône volcanique. Il y a une partie qui s'effondre, évidemment. S'il y a quelque chose ou quelqu'un dessous, il sera enseveli. C'est le glissement du mont Sainte-Hélène en 1980, le volcan a perdu 300 mètres d'altitude. Toute la partie haute a glissé, toute la partie haute s'est répandue vers le bas. Et puis il y a également des tsunamis, mais j'en parlerai à propos, c'est le septième risque. Il peut être dû à une éruption volcanique, mais le plus souvent, il est dû à un tremblement de terre, à un séisme. Alors ceci dit, les victimes des tremblements de terre, puisque c'est ça que l'espèce humaine appelle un risque, c'est pas toujours sous la lave ou sous l'éruption ou sous les projections. C'est parfois la coulée de boue, c'est parfois la famine qui s'ensuit. Donc vous voyez, c'est difficile de faire la part des choses, mais si on s'en tient aux éruptions qui ont tué plus de 1000 personnes, il y en a depuis l'année 1700, c'est-à-dire en 300 ans, il n'y en a que 20 à 25. Ce n'est pas énorme si on n'est pas là. Je vais passer à ce qu'on appelle les tremblements de terre et que les scientifiques appellent des séismes. Il faut savoir que l'écorce terrestre, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle recouvrait la surface de la Terre, qu'elle n'était pas très épaisse, puisque c'est 20 à 100 km, et elle est malgré tout cassée. Et puis vous savez quand même plus ou moins, parce qu'on en parle tout le temps, que cette écorce terrestre est divisée en grands fragments, en plaques, qui bougent les unes par rapport aux autres. Bien. Et ces cassures, parce qu'il y en a à la limite des plaques, mais il y en a dans les plaques, c'est cassé comme une assiette qui se casse, hein, c'est assez rigide, donc c'est obligé de se casser. De temps en temps, la cassure va jouer, elle va bouger. Et à ce moment-là, c'est une rupture instantanée. Pourquoi? Parce qu'il s'est accumulé des tensions au fur et à mesure du temps, et qu'à un moment donné, la tension est telle qu'il faut qu'elle se libère. Ça, obligatoirement. Et la cassure va bouger de quelques centimètres, parfois de quelques mètres. Le
pratiquement le pire que nous ayons vu en une seule fois, c'est-à-dire en quelques secondes, c'est 7 mètres. C'est pas beaucoup, 7 mètres. D'accord, si ça traverse votre salon, c'est un peu embêtant. Mais c'est pas énorme. Alors, ces cassures, quelles sont-elles? Ce sont ce que les géologues appellent des failles, mais c'est jamais qu'une cassure. Il y en a de 3 sortes. Il y a celles qui coulissent latéralement, c'est-à-dire que les 2 morceaux de l'assiette, enfin de l'écorce terrestre, se déplacent horizontalement l'un par rapport à l'autre. Deuxième façon, il y a un morceau qui monte par-dessus l'autre. Pour ça, c'est un raccourcissement, il faut une pression qui rapproche les 2 morceaux. Alors, évidemment, s'ils se butent, ils ne peuvent rien faire, mais il y en a un qui passe sur l'autre. Et la troisième façon, c'est l'inverse. On tire sur les 2 morceaux, on étire, et par conséquent, il y en a un qui descend, puisque en s'écartant, il n'y a pas de trou dans l'écorce terrestre, donc il va descendre. Le premier par coulissement, c'est la Californie, c'est la fameuse faille de San Andreas. Pourquoi? Parce que la bordure pacifique de la Californie monte vers le nord, alors que le reste de l'Amérique, disons, reste au même endroit. Celle par compression, c'est le tremblement de terre d'El Asnam d'Orléansville en Algérie, où les 2 morceaux passent l'un sur l'autre. Et en extension, c'est par exemple la plaine du Rhin, la plaine d'Alsace. Si on répète ces petits déplacements dans le temps, on aboutit à des différences de niveau ou des différences d'espace pour la faille qui vont faire des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres. Mais ça s'est fait instantanément, petit morceau par petit morceau. Mais un petit morceau, c'est quand même un tremblement de terre. Alors, on a l'habitude de classer les tremblements de terre selon 2 échelles. Il y a une échelle qu'on appelle l'échelle de Richter. Vous en entendez parler à la radio ou à la télévision à longueur de journée. Et j'ai eu la chance quand même qu'avant-hier, il y a un tremblement de terre en Turquie de 7,2 et puis hier, un tremblement de terre au Mexique de 7, je ne sais pas combien, mais un petit peu plus de 7 aussi. C'est l'échelle de Richter. Elle comporte 9 niveaux qui sont logarithmiques, c'est-à-dire que chaque fois qu'on passe de l'un à l'autre, c'est 10 fois pire que le précédent. Mais cela mesure l'intensité, ça mesure plus exactement la magnitude, la grandeur du tremblement de terre à l'endroit où il se produit. Or, il se produit dans l'écorce terrestre. Et il est évident qu'un tremblement de terre qui se produit à 20 km de profondeur n'a pas les mêmes effets qu'un tremblement de terre qui se produit à 200 km de profondeur. Or, ce que mesurent les sismographes, les laboratoires du monde, c'est la magnitude à l'endroit où il se produit. Et puis, il y a l'intensité. Alors, l'intensité, c'est ce qui se produit à la surface, là où nous sommes. Alors, on ne vous le donne pas parce que pour vous le donner, il faut une enquête. Il faut une enquête, c'est long. Et comme la mémoire journalistique est à très très court terme, demandez à Jean-Yves, on ne vous reparle plus du tremblement de terre. On vous le dit quand il se produit, ou le lendemain, ou le surlendemain, si possible s'il y a beaucoup de victimes, et on vous donne l'échelle de Richter parce qu'on l'a enregistré instantanément. Mais l'autre, il faut savoir exactement ce qui s'est passé, donc il faut faire une enquête sur place. Ce qui se passe à la surface, il y a 12 niveaux dans l'échelle, et ce sont des niveaux, je dirais, de nature humaine. C'est-à-dire qu'on va savoir si on sent la secousse, si on ne la sent pas. Vous savez, les animaux à 4 pattes la sentent plus facilement que nous qui n'en avons que 2. Et si ça réveille les dormeurs, si ça fait bouger le lustre, si ça renverse le buffet. Enfin, vous voyez, si la maison se fend, c'est ça les niveaux de l'ancienne échelle de Mercalli, qu'on appelle désormais une échelle de MSK. Voilà. Alors, les tremblements de terre, il y en a eu beaucoup, il y en a beaucoup. On en a répertorié depuis 1500 bon nombre, qui ont fait bon nombre de victimes, beaucoup plus que les volcans, ça ne se compare pas. Je vous ai cité des éruptions volcaniques qui avaient fait 1000 morts, mais les tremblements de terre, c'est
parfois très peu, mais souvent, malheureusement, c'est 10 000, 30 000, 200 000. Évidemment, ça dépend de la zone qui subit le tremblement. Et vous vous rappelez les grands tremblements de terre de Lisbonne, par exemple, en 1755, de San Francisco en 1906, d'autant que la ville a brûlé par la suite. C'était assez dramatique. Et puis, il y a des tremblements de terre, il y a des séismes en France. La France n'est pas un pays très sismique, puisque nous ne sommes pas sur la limite d'une plaque, mais néanmoins, on dira que la façade est de la France, c'est-à-dire la chaîne alpine, y compris avec ses annexes, comme la vallée du Rhône, de la Saône, du Rhin, la Provence, je regrette, et puis un peu en diagonale, une zone sismique qui traverse en oblique le Massif central pour aller se finir en Bretagne. Il y a là des possibilités de séismes qui ont existé dans la période historique, plus ou moins importants. Et tout à l'heure, je vous ai dit à propos des volcans, septième, j'allais dire péché capital, non, septième risque, le tsunami. Le tsunami, c'est ce que les Français avaient la très très mauvaise habitude d'appeler raz-de-marée. Mais comme ça n'a rien à voir avec les marées, on a pris un nom japonais et scientifiquement, ça s'appelle un tsunami. Et puis mon prédécesseur vous en a parlé tout à l'heure. Il vous a évoqué des tsunamis parfaitement gigantesques, mais qui ne sont pas, je dirais, d'usage courant. Un tsunami, c'est une vague géante. Et les tremblements de terre génèrent de ces vagues géantes. Pourquoi ? Parce qu'il arrive que la cassure soit sous la mer, au fond de l'eau. Et que par conséquent, dans le mouvement, par exemple, où il y a un des compartiments qui descend, il va descendre. Même s'il descend que de 2 ou 3 mètres, sur une certaine longueur, de quelques kilomètres, ça va faire un trou au fond de la mer, littéralement. Alors la mer, on va voir brusquement qu'elle se calme, puis l'eau, bien entendu, va envahir ce trou. La surface de la mer, en principe, elle reste à peu près plane, donc elle va envahir, mais comme elle va commencer par en bas, ça va faire un appel d'eau, pas un appel d'air, et il va y avoir une vague plus ou moins géante qui va se produire avec ses répliques. Et alors, par exemple, aux îles Hawaï, le volcan Kilauea, le 29 novembre 1975, a eu un séisme tout à fait banal de 7,2, toujours en magnitude sur l'échelle de Richter. Et il s'est produit une vague assez considérable, pas comme on évoquait tout à l'heure, mais une vague de seulement 14 mètres de haut. Bof, pas terrible, sauf si vous avez une maison en bord de mer. Et heureusement, cette vague a frappé la côte sud-est de l'île, qui est extrêmement peu peuplée. Et puis elle a été suivie de 4 autres, parce qu'une vague, d'accord, ça va, ça revient, et puis il y a la suivante, et puis peu à peu, ça s'amortit. Il y en a eu 4 autres, et la seconde était encore un petit peu plus importante. Sur les autres parties des îles Hawaï, les vagues étaient moins importantes, mais il y en avait quand même qui dépassaient 5 mètres de hauteur. Sachez qu'une vague, même de 5 mètres de hauteur, qui rentre dans un port ou qui rentre sur une petite ville de bord de mer, ça fait quand même quelques dégâts. Donc, voilà ce que c'est qu'un tsunami. Je l'ai lié au séisme. Ça peut être sur une éruption volcanique, mais c'est le même phénomène. Et puisque je viens de parler d'eau, il faut aussi que vous réfléchissiez que la mer, elle n'a pas que des tsunamis, elle a des tempêtes plus ou moins violentes. C'est en fait le vent, c'est un phénomène atmosphérique qui, par sa violence, va pousser l'eau et va faire remuer la surface de la mer de façon plus ou moins violente. D'ailleurs, on a les mêmes phénomènes dans les grands lacs américains, où il y a aussi des tempêtes. Je ne parle pas des lacs français, ils ne sont pas très grands et les vagues ne sont pas très hautes. Donc, vous avez tous ces phénomènes marins, mais je ne peux pas non plus beaucoup les détailler. Et je vais plutôt vous parler de Puis on n'est pas au bord de la mer à Cavaillon, hein, alors bon, il faut éliminer. Je vais plutôt vous parler des inondations, parce que ça, c'est sur
c'est sur le continent, et il y a plus d'êtres humains sur Terre que sur mer. Même si la planète Terre est en fait une planète aquatique, dont 72% de la surface est une surface marine. Donc vous savez certainement que l'eau à la surface de la Terre n'est pas statique et qu'il y a ce qu'on appelle un cycle de l'eau. C'est-à-dire que le soleil fait évaporer l'eau, partout où il y en a, surtout sur la mer, qu'une fois arrivée en haut, elle se condense, ça donne des nuages, et qu'à partir de là, le nuage va retomber, soit sur la mer, soit sur la terre, soit en eau, soit en neige. Et d'ailleurs, ces précipitations à la surface des continents vont alimenter tout ce qui est réseau hydrographique, les torrents, les rivières, les fleuves et même les nappes souterraines, les nappes d'eau souterraines. L'eau s'écoule obligatoirement du haut vers le bas. Autrement dit, toute l'eau qui retombe sur Terre va vers la mer. Et on l'a toujours su, enfin l'homme le sait depuis qu'il réfléchit, il avait dit « tous les fleuves marchent vers la mer et la mer ne se remplit pas ». Si vous lisiez l'Ecclésiaste plus couramment le soir, vous sauriez. Bon, mais rien n'est régulier. Ça serait très bien si c'était tout simple comme ça, vous voyez ? Ça serait très joli, on verrait l'eau qui s'évapore, enfin on ne la verrait pas. La vapeur d'eau n'est pas visible, on la verrait les nuages. On verrait la pluie, ça d'accord ? À Cavaillon, on verrait la neige. Logique. Les moyennes, le cycle de l'eau, en moyenne, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, comme dans toutes les sciences de la nature, ce sont les extrêmes, ce qui n'est pas dans la moyenne. Alors, l'extrême sécheresse, c'est pas un risque, enfin, c'est pas très agréable, mais c'est quelque chose qui vient très lentement, c'est quelque chose qui s'installe lentement. Ce n'est pas une colère qui, par définition, est quelque chose de rapide. Même si la sécheresse génère des incendies. Et vous savez comme moi que ces dernières semaines, en Australie, il y a eu des incendies géants, car l'Australie est coutumière de ce fait. En plein été, il y a des chaleurs considérables et des incendies qui menacent les villes et qui font pas mal de victimes parfois. Mais si j'en reviens à l'eau, pour l'eau, il y a des crues. Il y a ce qu'on appelle les crues. Une crue qui peut être soit lente, inexorable, elle va noyer des surfaces plus ou moins grandes. C'est le Mississippi, par exemple, où les premiers colons européens se sont rendus compte que les villages des Indiens, des Amérindiens, étaient toujours construits sur des petites buttes et qu'ils ne craignaient pas l'inondation du Mississippi. Il en va de même dans la vallée de la Saône, où les anciennes fermes sont toujours sur des petites éminences au-dessus des plus hautes eaux. Le Yangtze, qui est le 4e fleuve du monde pour sa longueur, a des crues qui sont très intéressantes. On a des photos de gros bateaux, de cargos, perchés à 20 mètres d'altitude sur une terrasse, simplement parce que la crue l'a monté, mais elle l'a laissé à côté. Ou le fleuve jaune qui doit son nom aux quantités de limon qu'il transporte, les fleuves chinois étant des très très grands fleuves, et par conséquent, voilà. Mais ça, ce sont des crues lentes. Puis il y a des crues subites, des crues brutales. Alors je vais vous raconter une histoire, parce que j'en ai assez de passer des trucs en revue comme ça. L'histoire, certains d'entre vous l'ont peut-être en mémoire, mais vous savez, l'homme oublie très vite ce qui lui est désagréable. Nous sommes le 3 et le 4 novembre 1966. Bon, d'accord, il y en a qui sont plus jeunes dans la salle, mais il y en a comme moi qui sont hélas plus vieux. Et la rivière qui traverse Florence, tout le monde connaît Florence, c'est l'Arno. L'Arno a 241 km de longueur. Ce n'est pas un fleuve extraordinaire. C'est petit, il prend sa source dans les Apennins, il arrose Florence, il arrose Pise. Et le 3 novembre de cette année 66, le fleuve a débordé. Il a envahi les uns après les autres tous les quartiers les plus bas. Il y a eu 6 mètres d'eau dans le quartier de Santa Croce, 2 mètres à 3,60 mètres dans la Beccaria, de 1 mètre à 1,80 m ailleurs, ceci jusqu'à 1,5 km du lit du fleuve.
presque toute la ville de Florence était sous l'eau. En tout cas, toute la vieille ville. Le Ponte Vecchio, les gens connaissent le Ponte Vecchio, c'est le symbole de Florence sur l'Arno. C'est un très très vieux pont et il est couvert de boutiques. Eh bien, l'eau a dépassé le haut des arches et le pont ne s'est pas rompu. Mais par contre, l'eau est passée à travers les boutiques, qui étaient les boutiques de bijoutiers de Florence, hein, en plus. Vous voyez le genre. Et dans l'église de Santa Croce, les tombeaux où il y a en particulier les tombeaux de Michel-Ange, de Rossini, de Galilée, il y avait 4,50 m d'eau et de boue, et un crucifix de 4 mètres de haut de Cima-Buet qui fut complètement massacré. Il a fallu que les moines, les curés, passent au tamis la boue pour retrouver les morceaux de peinture qu'on a essayé de restaurer. Il y a eu 1 million de livres de la Bibliothèque nationale de Florence qui ont trempé dans l'eau, car ils étaient dans les parties basses, voire dans les sous-sols. Il a fallu les faire sécher pendant des mois sur les sécheries de tabac, les sécheries de piment. Vous voyez, il a fallu les mettre un peu partout. La fresque de Saint-Augustin est trempée dans l'eau, la Marie-Madeleine de Donatello, les panneaux de bronze du baptistère sont partis, mais on les a retrouvés. Il n'y a eu que 35 morts. C'est très peu. Mais il y avait 5000 sans-abri, 15 000 autos détruites, 100 000 personnes à évacuer, plus de 500 000 tonnes de limon sont restées dans la ville. Ça ne vous dit rien? C'est une véritable catastrophe. Or, pourquoi cette catastrophe à Florence? Pourquoi ce risque? En 300 avant Jésus-Christ, les armées romaines ont évité la région du bassin de l'Arno parce qu'il était couvert de forêts, de chênes, de châtaigniers, de pins, vous voyez, de toutes sortes d'arbres, des forêts extrêmement denses, et que l'armée romaine craignait des embuscades. Donc ils ont fait le tour au-delà des sources de l'Arno. Et puis la ville de Florence s'est installée, elle a grandi, on a coupé toutes les forêts pour construire la ville. Et désormais, le bassin de l'Arno est totalement dénudé. C'est de l'argile, la roche n'absorbe rien, tout ce qui tombe s'écoule. Oh, vous me direz peut-être, on a eu comme ça, donc depuis, des quantités de crues. En 1117, en 1333, il y a eu 300 morts. En 1547, il y a eu 100 morts. C'est simple, il y a eu une grande crue tous les 26 ans en moyenne depuis 10 siècles. On a pourtant construit 2 barrages sur le Haut-Arno, mais 2 barrages uniquement pour l'énergie électrique. Pas des barrages avec grand bassin capables de retenir une crue. D'autre part, on ne s'est pas préoccupé qu'il pouvait pleuvoir en automne, alors que les crues sont toujours de printemps et d'automne. Et les 2 barrages étaient pleins. Ce qui fait que comme ils étaient pleins et qu'il a plu énormément, il est tombé plus de 500 mm d'eau en 48 heures, on a ouvert les vannes. On a ouvert les vannes pour protéger les barrages. Sinon, ils étaient rompus. Donc, par conséquent, les barrages ne servaient à rien. Et c'est comme ça qu'on a inondé Florence. Or, en l'an de grâce 1500, Léonard de Vinci avait présenté un plan très complet, bassin de retenue, tunnel, canal, vannes, etc., qu'on a trouvé sans intérêt, comme il se doit. Donc, je vous donne l'exemple d'une crue subite. Mais nous sommes en Provence, nous sommes dans le sud de la France. Des crues subites, on en connaît, on en connaîtra, obligatoirement. Et pourquoi les crues subites nous paraissent un risque? Eh bien, en grande partie parce que, là comme ailleurs, l'homme a tendance à aggraver la situation, comme dans la plupart des phénomènes naturels. Voyez ?
On dit la planète se réchauffe, c'est vrai, c'est un phénomène géologique, je pourrais vous en parler. Mais l'homme aggrave un tout petit peu ce phénomène de réchauffement, parce qu'il rejette dans l'atmosphère un peu n'importe quoi. Bon, les crues, ça a toujours existé. On connaît celle de la période historique, mais il y en a toujours eu, y compris à la préhistoire. Mais l'homme, il a tendance à ne pas considérer la rivière que pour aller à la pêche. Il se dit, il y a des bons terrains là à côté, c'est plat. Alors on va mettre un camping. Puis quand on a mis un camping, on va mettre un supermarché. Quand on a mis un supermarché, on met un lotissement. Quand on a mis un lotissement, on met une école, etc. Vous voyez le travail. Et évidemment, à la première crue subite, la rivière reprend sa place et passe à travers. Donc on accentue le phénomène. Vous voyez, on a beaucoup plus de mal à accentuer un tremblement de terre ou un volcan, ce qui n'empêche pas qu'on installe des villages sur les pentes du Vésuve, mais c'est un risque qu'on court. Donc vous voyez, c'est bien une planète qui a des risques, mais de petits risques. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure par vous dire finalement des risques. Moi, à mon avis, il y en a si peu. Ils sont si petits, si microscopiques. Pourquoi ? La Terre, vous la connaissez, c'est une grosse boule. Oh, d'accord, vous ne voyez pas que c'est une boule parce que nous marchons dessus et qu'on a l'impression qu'elle est plate. Les anciens, d'ailleurs, la croyaient plate. Ils étaient astucieux. Pourquoi pas plate ? Bon, mais on sait maintenant que c'est une boule. Imaginez qu'on ramène cette boule à la dimension d'un ballon de football. Ça, tout le monde connaît. Dimension, pas très grand. On le peint d'une peinture laque, bien faite, bien fignolée, avec un joli petit pinceau. Elle va vous paraître parfaitement lisse. Néanmoins, si on regarde de très très près avec une grosse loupe, il y a des petits creux et des petites bosses dues au poil du pinceau. Eh bien, ces petits creux et ces petites bosses ramenées à la dimension d'un ballon de football, c'est ce qui, sur Terre, sépare le sommet de l'Himalaya à 9000 mètres de la fosse des Philippines à moins 11 000 mètres, soit 20 km de la surface terrestre. Ça ne se voit pas si vous ramenez un ballon de football. Donc cette Terre, qui a un relief qui nous paraît considérable, mais pas du tout. Et si cette Terre était en colère, mais vous vous rendez compte, elle frémirait, elle bougerait, elle se remuerait. Or, en fait, qu'est-ce qu'elle a ? De microscopiques frémissements, de l'ordre de quelques mètres pour un séisme, de l'ordre d'un cône volcanique, de rien du tout. Vous voyez ? Qui disparaît dans l'irrégularité d'une peinture laque. Donc, en fait, elle n'est jamais en colère. Puis, pourquoi elle se mettra en colère ? Parce qu'il y a des hommes dessus ? Oh, elle les méprise bien trop. Ça compte pas, ces espèces de petites bestioles là, qui traînent à la surface. Donc, en fait, si l'homme se met en colère, la Terre ne se met pas en colère. Mais je peux répondre éventuellement à des questions. J'éliminerai celles qui me paraissent... Enfin, celles dont je ne saurais pas répondre, comme d'habitude. Ça, c'est l'exercice de vision pour repérer qui a le micro. Je vous garantis que, vu de ce côté, ce n'est pas simple. Allez-y, même si je ne sais pas où c'est. Je me retrouverai. Puis non seulement ça, mais il faut que le micro circule. Hein. Ah, allez-y, je vous écoute. Pensez-vous que le Sahara soit secondaire à une déforestation massive, ou bien ce serait arrivé quand même ? Ah, pas du tout. Le Sahara n'a pas été spécialement déforesté.
le Sahara est désert depuis quelques milliers d'années seulement. Avant, il avait de la végétation en fonction des oscillations climatiques de l'ère quaternaire. Car, bon, vous savez peut-être que nous sommes dans une ère glaciaire où il y a des périodes où les glaciers recouvrent une grosse partie de la surface de la Terre, puisque ça recouvrait tout le Canada, ça recouvrait toute la Scandinavie, la moitié de l'Allemagne. La bonne ville de Lyon, où j'ai le malheur d'habiter, était sous 300 mètres de glace. Hein, c'est pas très vieux, c'était il y a 18 000 ans. Et depuis, la planète se réchauffe, donc les glaciers reculent, et les déserts, par conséquent, se déplacent. Parce qu'il y a toujours des déserts dans certaines zones continentales qui sont moins arrosées que d'autres. Mais ça fait que le désert grandit ou le désert diminue, monte vers le nord ou descend vers le sud. Donc le Sahara, c'est un phénomène climatique banal dans l'évolution du climat des derniers millénaires. Mais ce n'est pas l'homme qui a enlevé une forêt sur le Sahara. Il en a assez enlevé ailleurs et croyez-moi, il continue, allègrement. Bon, bien que n'étant qu'une petite bestiole de quelques millimètres... Sur un ballon de football, ça fait tout petit. Je vous posais quand même une question concernant les chambres magmatiques. Vous n'en avez pas parlé. Ouais. Et il me semble, d'après ce que j'ai lu, que c'est un danger relativement important. On a trouvé sous le parc de Yellowstone. Je crois... C'est pour ça qu'il y a des geysers. Oui, mais est-ce que ça représente vraiment un danger ou pas? Ah non, pas forcément. Parce qu'on a évoqué l'explosion de ces chambres magmatiques qui auraient fait des dégâts importants dans le passé. Une chambre magmatique, c'est la zone qui est en dessous de l'écorce terrestre, comme je l'ai quand même évoqué, où la pression a diminué et où par conséquent la température fait fondre les roches. Les roches à ce moment-là sont fluides. Quand vous voyez une coulée de lave qui sort de l'Etna, elle est fluide, plus ou moins, mais elle est quand même fluide. Donc c'est dans une chambre magmatique. Si au-dessus de la chambre magmatique, vous avez une fracture, une faille, et qu'en particulier c'est une faille en distension, une faille qui s'écarte, la lave va monter et vous aurez un volcan. Mais vous en avez partout, ce n'est pas la peine d'aller sous le Yellowstone. Le Yellowstone, c'est joli à cause des geysers, c'est très bien, c'est très beau, mais vous en avez tout bêtement sous les limagnes du Massif central. Les volcans de la chaîne des Puys, les volcans du Velay, les volcans d'Auvergne, ce sont des volcans qui ne sont pas éteints, ils sont endormis. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les dernières éruptions, il y avait déjà des Auvergnats. C'était il y a 5000 ans, à peine, aussi bien au Puy-en-Velay que dans la chaîne des Puys. Donc ça peut recommencer d'un jour à l'autre. Il y a une chambre magmatique dessous. C'est pour ça qu'il y a des sources thermominérales, des sources d'eau chaude, etc. Il n'y en a pas sous Cavaillon. Oui. Me le relever, oui, si vous voulez, oui. Il y a quelques années, j'ai entendu parler de méthodes de prédiction des séismes, en particulier une méthode grecque. Est-ce que vous pouvez me dire si des progrès ont été faits dans ces prédictions ? Sur la méthode grecque, elle est passée aux oubliettes parce qu'elle n'était pas fiable. Des prédictions de séisme, c'est impossible. C'est impossible, c'est un phénomène instantané. Il va durer quelques secondes, se reproduire éventuellement, il peut y avoir des répliques, mais on ne le prévient pas à l'avance. On essaye de prévoir un peu plus les éruptions volcaniques en auscultant les volcans, en particulier avec des lasers et tant de choses. On regarde si justement le volcan se soulève ou si les failles s'écartent. Vous voyez, on essaye de voir d'avance pour un volcan, parce que le volcan, on sait où il est. Enfin, pour la plupart, hein, pas tous. Mais vous savez bien qu'il y en a qui sortent de la mer de temps en temps. Il y a beaucoup plus de volcans sous la mer que sur Terre. Hein. Toutes les dorsales, par exemple, toutes celles qui vont de l'Islande jusqu'au droit de l'Afrique australe, en longeant tout le centre de l'océan Atlantique, c'est une suite permanente de volcans.
Donc, on surveille les volcans. Mais les tremblements de terre, on sait où ils peuvent se produire, grosso modo, parce que ce sont les zones de faille. Donc, c'est les failles qui sont tout le tour des plaques de l'écorce terrestre, mais qui sont aussi à l'intérieur, parce que les plaques sont fendues. Vous voyez, la vallée du Rhône, elle est fendue. La faille dite de Valence, je vous ai dit tout à l'heure, ça ne fait que quelques centimètres ou quelques mètres chaque fois, mais la faille de Valence fait plus d'1 kilomètre de rejet. Entre la montagne de Crussol et ce qu'il y a sous Valence, il y a plus de 1000 mètres de rejet. C'est-à-dire que le même terrain qui est sous le château de Crussol et le même terrain sous Valence, il y a 1000 mètres d'écart. Parce que la faille, elle a joué toutes les fois, tout le temps, dans le même sens. La plaine d'Alsace, c'est la même chose. Les plaines de Limagne, Clermont-Ferrand et le reste, c'est la même chose. Donc ces fractures sont susceptibles de jouer. On connaît les fractures, on les a cartographiées. Donc on sait que là, il peut y avoir des tremblements de terre. Mais on ne sait absolument pas quel jour, quelle heure. C'est un peu comme les petits cailloux là-haut sur notre tête. Hein. Bonjour. Bonjour. Ce matin, le professeur Coulon avait suggéré de jeter les déchets nucléaires dans des lacs de lave de manière à permettre un recyclage. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on les jette, moi je veux bien, hein, je ne fais pas de déchets nucléaires, j'ai assez des miens. Dans un lac de lave, c'est quelque chose qui vient de monter à la surface et c'est quelque chose qui monte à la surface. Non, non, ça ne redescend pas. Hein. À l'intérieur du lac. À l'intérieur du lac, mais ça ne va pas repartir à 100 km de profondeur dans le magma. Donc, ça me paraît assez ambigu. Il vaut peut-être mieux choisir une roche profonde, faire un trou dedans, à condition que ce soit une roche, dans une zone où il n'y a justement aucune fracture et donc aucun risque ni sismique ni volcanique. Là, c'est retourner la radioactivité là d'où elle vient, parce qu'on vous l'a encore dit tout à l'heure, la Terre est une planète radioactive. Il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas nous qui l'inventons, la radioactivité. La Terre, Dieu merci, est une planète radioactive qui lui tient sa chaleur, qui la tient en forme. C'est excellent, ça. C'est même très bon pour la santé. Essayez de retrouver une vieille étiquette de l'eau de Badois des années 30. 1930, c'est pas si vieux que ça. Il y avait écrit en arc de cercle « eau radioactive ». Mais depuis la bombe d'Hiroshima, on a enlevé « eau radioactive ». C'est des problèmes de pur marketing. Hein. Bon. C'est peut-être pour ça que ça fait des bulles et qu'on est content quand on a bu de la Badois. Oui, pardon. Ici, je voulais vous poser une question. Est-ce que, puisque... Par là. Ah, là-bas. Est-ce que... je voulais vous demander si on vous consulte quand une municipalité ou des architectes urbanistes ont un projet d'agrandissement de leur ville, justement, pour savoir s'ils ne font pas de bêtises. Je voulais savoir si vous étiez consulté. Ça dépend dans quel domaine vous voyez les bêtises. Si c'est, je dirais, pour les constructions ordinaires auxquelles j'ai fait allusion méchamment à propos des inondations, il n'y a pas de consultation. Hein. À la rigueur, ils consultent le service de la navigation pour les grands fleuves, comme la Loire ou le reste. Parce que j'ai vécu la crue de 1980 sur la Haute-Loire. C'était pas triste, parce que j'ai une maison là-bas. Mais... depuis, il y a des zones qui ont été délimitées comme étant non constructibles parce que risquant l'inondation. Ceci dit, 1980, septembre, c'était la plus haute inondation que de mémoire d'homme on avait vue là-bas. Bon. Mais il y a toujours une plus haute ou plus grave que ce qu'on connaît.
Donc pour ça, en général, à part le service de la navigation pour les fleuves, on ne consulte pas. On consulte pour les glissements de terrain, pour les choses comme ça. Et la ville de Lyon aime beaucoup les glissements de terrain. Par contre, on consulte les instituts de physique du globe, les services spécialisés, pour les zones sismiques. Parce qu'il y a des cartes de sismicité, de zones possibles, et par conséquent, à l'échelle de la France, on sait quelles sont les zones où il faut faire attention, il ne faut pas construire n'importe comment. En fait, on ne peut pas échapper à un tremblement de terre, mais on peut construire différemment pour que la maison résiste au mieux. Donc, ma réponse, elle n'est pas normande, mais il y a des consultations, il n'y en a pas tout le temps. Bon. Oui. Alors vous parlez de l'homme petite bestiole, c'est complètement d'accord, mais ça dépend du point de vue où on se place. Oh, et je rappellerai la parole de échelle. Pascal, l'homme est un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant, un milieu entre rien et tout, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Alors ça, c'est à méditer. Et vous entendez colère par colère violente. C'est très frappant dans votre exposé. Bien sûr. Mais je rappellerai qu'il y a des colères sourdes, des colères silencieuses, des colères lentes, et qu'il y a des colères de la terre qu'il ne faut pas ignorer. Par exemple, quand on stérilise la terre par les méthodes agricoles qu'on emploie, quand on l'empoisonne chimiquement, eh bien, la terre se venge. Hein, et la terre, elle nous donne des aliments qui sont nocifs pour notre santé, hein, ou bien notre eau est empoisonnée. Moi, j'habite pas très loin de Noyelles-Godault, on pourrait en parler longtemps. Hein. Vous comprenez, quand on parle de colère, il faut parler aussi des autres colères, pas seulement des secousses que vous appelez des petits frémissements. Les petits frémissements, à la longue, peuvent donner des gros bouleversements. Hein. Et oui, parlons aussi des pesticides, par exemple. Hein. Alors la terre et l'eau, que vont-elles nous réserver comme surprise ? Oui, mais je devais vous parler des colères de la terre, donc générées par la terre, et pas des bêtises que fait l'homme. Hein. C'est deux choses différentes. Oui, mais je vous ai déjà dit que l'homme aggravait les phénomènes naturels, ce qui fait pas, c'est pas ce qu'il fait de mieux. Hein. Et je vous ai pris l'exemple de Florence parce que c'est très pédagogique. C'est la déforestation du bassin de l'Arno qui a créé une crue dévastatrice tous les 26 ans. Si on n'avait pas enlevé la forêt du bassin de l'Arno, ce ne serait pas arrivé. Donc je rejoins ce que vous dites. L'homme fait des bêtises, et l'homme... Mais difficile d'appeler ça une colère. Sénèque disait que la colère est une courte folie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très court, qui est très bref, et qui est malgré tout violent. C'est une soupape sur la cocotte minute. Alors les volcans sont juste des petites soupapes à la surface du globe. Bien sûr, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Simplement, la Terre, elle a du temps pour elle. Quand je vous dis que la faille de Valence a 1 kilomètre de dénivelé, de différence de hauteur, ça s'est fait en des dizaines de millions d'années. Moi, étant géologue, je n'ai pas la même échelle de temps. Donc, je ne peux pas considérer comme des colères de la Terre quelque chose qui se passera quand il n'y aura plus d'hommes sur cette surface. Ce qui ne saurait tarder à l'échelle géologique. Oh, bon, c'est-à-dire, madame, nous sommes là depuis, vous voyez mon ami copain, au choix, 2 millions, 3 millions d'années, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est quelque chose comme ça. Vous prenez un Homo erectus, d'accord, il y en a des pires qu'on rencontre dans le métro, mais c'était directement nos ancêtres. Il faut quand même comprendre qu'on pourrait se reproduire avec eux. Hein, ça ferait des petits hybrides. Je ne sais pas s'ils seraient plus sapiens ou moins sapiens que maintenant. Mais enfin,
disons que on n'est pas là depuis tellement longtemps. Or, on est une espèce parmi d'autres. On a beau avoir une pensée, on a beau avoir une pensée réfléchie, on a beau être intelligent, on a beau plus que les autres, dit-on, animaux qui se promènent à la surface de la Terre, etc. Ça n'empêche pas qu'en tant qu'espèce humaine, qu'il y ait une comète qui nous tombe sur la tête ou non, nous disparaîtrons. Car aucune espèce n'est immortelle, elles ont toutes disparu. Statistiquement, en 5 millions d'années. Si on en a déjà passé 3, il n'en reste plus que 2. Comme on fait que des âneries, on va accélérer le phénomène. Mais ça sera une excellente chose pour les rongeurs, pour les fourmis, pour différentes espèces de la surface du globe qui seront ravis de plus nous voir. Oui, bonsoir. Là-bas. Ici, voilà. Oui, voilà. Donc la Terre, on peut la voir comme une boule de magma avec une légère croûte solide à sa surface. Non. Enfin, en tout cas, C'est une boule rigide dans son intérieur, qui a des zones très localisées, magmatiques, donc fondues, d'accord, vers sa périphérie. Mais ça représente donc une quantité d'énergie, puisque vous parlez de plusieurs milliers de degrés, une quantité d'énergie phénoménale. C'est phénoménal. Qui dure depuis, enfin, c'est pas à notre échelle. Qui dure depuis plus de 4 milliards d'années. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce qui entretient encore aujourd'hui cette chaleur interne et savoir si elle durera le temps de la vie de la Terre. Ça va sûrement durer le temps de la vie de la Terre. Ce qui entretient en grande partie, c'est notre bienfaisante radioactivité. C'est intéressant, hein, comme l'adjectif qui va avec. Hein. Bon, bah, c'est surtout ça. C'est surtout ça, mais demandez le scénario à mon confrère astronome qui m'a précédé. Vous avez plusieurs scénarios pour faire disparaître la planète Terre. En particulier, si dans 5 milliards d'années, le Soleil devient une géante rouge, il absorbera la Terre. Mais il y a longtemps que nous ne serons pas là pour avoir mal aux dents. Non, elle est comme ça, et ce n'est pas à notre échelle de temps. Elle va rester comme ça. Et c'est essentiellement entretenu par ce phénomène radioactif. Une dame. Oui. Il y a un micro là-bas? Non. Le micro ne doit pas être branché. Le micro ne doit pas être branché. Il n'a pas une petite lampe rouge? Pas mieux. C'est bon? Ouais. Un dépanneur de micro. Oui. En attendant que madame pose la question. Allô? C'est bon. Okay. Excusez-moi, je ne voudrais pas manquer de galanterie. Lui, il a un micro qui marche. En attendant que madame pose la question, je vais en poser, j'espère, une brève. Vous avez parlé de radioactivité naturelle. Et je voudrais vous poser la question par rapport à la radioactivité que l'on produit, puisqu'il paraît que nos centrales nucléaires en Provence sont placées sur des zones fragiles. Et donc, savoir qu'est-ce que l'on sait sur le risque sismique par rapport à ces centrales nucléaires. Si, par exemple, il nous arrivait sur une de ces centrales un séisme comme il s'est produit à Lambesc au début du siècle. Je suis scientifique, c'est vrai, mais je suis tout sauf ingénieur. Les ingénieurs vous répondraient qu'ils ont pris toutes les précautions voulues, même en cas de séisme. Sauf que les ingénieurs ont tendance à vous répondre, car ils ont été essentiellement formés aux mathématiques, qu'ils prennent des risques calculés. Je vais vous donner un autre exemple que je connais, parce que je ne connais pas quel risque ils
imaginées pour une centrale nucléaire et un tremblement de terre. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas que celles de Provence qui sont sur des zones sismiques, puisque c'est le couloir rhodanien, et que le couloir rhodanien, il est à Lyon, il est au nord de Lyon, il est partout, et que la centrale du budget est exactement sur une faille. Hein. Moi, j'y peux rien. C'est pas moi qui l'ai mise. Bon, mais j'ai discuté, en tant que géologue, fréquemment avec des ingénieurs de corps d'État que je ne citerai point. Vous construisez un pont autoroutier. Il est en bas d'une longue descente et il traverse le Rhône immédiatement à côté des champs de captage de la ville de Lyon, qui alimente quand même 1 200 000 habitants. Vous dites, si un camion, les freins lâchent et qu'il saute le parapet, qu'est-ce qui se passe? Alors on m'a expliqué qu'on avait conçu le parapet du pont de telle façon qu'un camion roulant à tant de km/h, tapant le parapet sous un angle de tant de degrés, eh bien le parapet résisterait. Mais si l'angle n'était pas tout à fait le même, et si la vitesse n'était pas tout à fait la même, le parapet sauterait. Le camion aussi, sur les puits de captage. J'ai dit, pourquoi pas le faire plus solide? Ils m'ont dit, parce que si on le fait plus solide, ça casse le pont. Eh bien, les centrales nucléaires, c'est la même chose. On a pris des précautions pour un séisme déterminé. On les a bien prises, c'est vrai, en fonction de tout ce qu'on connaît sur les séismes. Alors, si vous me dites qu'il y en arrive un qui est pire que les autres, et parce que le séisme aussi, il se perpétue, enfin, il se déplace dans l'onde de choc dans l'écorce terrestre à des directions préférentielles de déplacement. C'est pour ça que quand vous voyez parfois des images de tremblements de terre, vous avez les murs qui sont face au déplacement de l'onde qui tombent et les murs qui sont parallèles ne tombent pas. Vous voyez, c'est très amusant, ça. C'est bien. Hein. Donc, ça va dépendre du sens dans lequel se produira le séisme aussi, et ainsi de suite. Enfin, en principe, c'est du bon béton armé. Donc, soyez tranquille. Est-ce que, madame, votre micro marche? Oui, eh ben, j'espère. Oui. Voilà. En tout cas, merci de votre exposé très intéressant. Et puis, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce qu'on peut prévoir, dès aujourd'hui, quelles seraient éventuellement les conséquences de la déforestation majuscule des zones amazoniennes qu'on appelle vulgairement le poumon de la Terre? Oui, ça, le poumon de la Terre. Vous savez que les scientifiques relayés par les journalistes, mais j'ai rien contre les journalistes, hein, non pas du tout, adorent les slogans. Ça s'appelle un slogan. Bon. C'est certain que si on continue, la déforestation de la forêt amazonienne, et Dieu sait que c'est bien parti. Je vous signale qu'on déforeste aussi les autres forêts tropicales, comme celle d'Afrique, et que la France n'est pas plus innocente que les autres. Vous me direz, on n'est pas là-bas, d'accord, mais comme en général, on exporte des tas de choses dans ces pays variés, on se fait payer en général en bois, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'euros, encore moins de dollars, et par conséquent, on se fait payer en matière. Donc on se fait très facilement payer en bois. Donc on participe à la déforestation. Ce sont des écosystèmes naturels. Les écosystèmes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Très, très difficile. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui va se passer, c'est pas bien. Vous voyez? Non, mais... Mais je peux parler pendant la moitié de la nuit. Hein. On a construit le barrage d'Assouan, vous savez, en Haute-Égypte. On va en construire un en Chine. On a commencé, enfin, il va être mis en eau. C'est dément. C'est complètement dément. Vous savez que les barrages créent des tremblements de terre? Non. Ça, c'est des tremblements de terre induits par l'homme. On sait en faire. Vous voyez? On accumule de l'eau en quantité phénoménale, hein, des milliards de mètres cubes, et on appuie sur l'écorce terrestre. Par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? On la met sous tension. Et quand elle est bien sous tension, ben elle se casse. Donc elle fait un tremblement de terre.
même si elle bouge de 5 cm. Mais 5 cm, croyez-moi, surtout que c'est un tremblement de terre qui est très proche de la surface, ça fait du dégât. Mais j'ai eu étudié le barrage d'Assouan, enfin pas moi le barrage, c'est bon moi qui l'ai fait, hein, mais les conséquences, c'est très très compliqué. Vous voyez, ça a enlevé les crues du Nil. Oui, mais les crues du Nil, c'était la vie de l'agriculture d'Égypte depuis des millénaires. C'était le limon de crue qui faisait pousser les choses. Alors, il n'y avait plus d'inondation, ça c'est sûr. Mais inversement, pour que la terre continue à être fertile, on a créé des usines de nitrates. On a bourré la terre d'engrais. Mais c'est un pays chaud. Alors, ça fait une croûte à la surface du sol par évaporation des nappes souterraines. Voyez ? Et à ce moment-là, on peut à nouveau plus cultiver. Et puis toutes sortes de choses comme ça. Hein, voyez ? Ça a éliminé quantité de poissons dans le Nil, on ne pouvait plus pêcher, mais ça en a fabriqué dans le réservoir en amont du barrage. Ça a déplacé quantité de plancton dans la zone du delta, donc en Méditerranée. Donc les gens qui étaient à Alexandrie et qui pêchaient la sardine n'ont plus eu de sardines. Mais par contre, les requins de la mer Rouge par le canal de Suez sont venus là parce que les poissons n'étaient plus les mêmes. Oui, c'est infini les conséquences de ce qu'on fait. C'est infini, c'est prévisible à 10, 20, 30%, parce qu'on se dit, là on est sûr qu'on va déjà faire ça et ça comme bêtise, mais il y a tout le reste qui est inconnu et qu'on découvre au fur et à mesure. Quand les Soviétiques ont fait les champs de coton dans la vallée de je ne sais plus quoi et qu'ils ont ainsi asséché la mer d'Aral, on pouvait peut-être le prévoir, mais peut-être pas autant. Enfin, vous voyez, c'est très, très difficile. Donc, on ferait mieux de s'abstenir de détruire les forêts à ce rythme-là, parce qu'elles ne se reconstitueront pas sous ce rythme-là, et en tout cas pas comme elles étaient. C'est l'heure. Monsieur. Je crois que c'est l'heure, non? Allô? Enfin, oui, je vous écoute. Je vous écoute. Ici. Ici. Faites un geste. Je voulais vous poser 3 petites questions. Je vous vois très bien, moi, sur un moniteur. Hein. Ah bon, d'accord. Ne vous inquiétez pas. 3 petites questions que posent certains scientifiques. La première, eh bien, avec le Soleil et en passant de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, en l'an 2000, en particules unitaires instantanées, le Soleil nous envoie non plus 21 000 photons, mais 47 000 photons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, la fréquence de Schumann de la Terre est en train de passer de 7,8 à 13 vibrations par seconde. Et le troisième point, des chercheurs français ont fait une étude à partir de la déforestation. L'eau qui n'est plus, la rosée en somme qui n'est plus retenue, monte non pas dans l'atmosphère, mais dans la stratosphère. Et encore à Arte, il y a 3 jours, on nous a parlé d'un grand nuage dans la stratosphère qui est en train de prévoir une désertification de très grandes surfaces en Asie et en Afrique, car cette eau se transforme en hélium H2 d'un côté et oxygène de l'autre, pour ensuite se refondre avec de la dioxyde de carbone. Qu'en pensez-vous de ces 3 problèmes? Oh, je pense pas. J'aime mieux pas penser pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a des choses qui sont point de mon domaine, mais du domaine de l'astronome. Alors vous irez le martyriser à la sortie. Et d'autre part, j'ai beau être un naturaliste, j'ai beau adorer ma planète, j'ai beau être vraiment un naturaliste et trouver que l'homme abuse de tout et que c'est scandaleux, je ne suis pas très porté sur ce type de scénario catastrophe qui ne repose sur à peu près rien. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'il est l'heure.
Je vais vous dire simplement, j'ai apporté un livre ou deux que vous ne trouverez pas chez la charmante libraire que je connais bien, mais au stand de Sciences Frontières tout au bout. C'est un livre qu'a écrit mon ami Bardantsev. C'est un tout petit livre, L'homme et les volcans. Il est tout petit, il est très facile à lire. Et puis j'ai 2 livres sur l'eau que j'ai écrits moi-même. L'eau tout court, l'homme et l'eau, l'homme et les eaux dormantes, parce qu'il y a des eaux qui dorment et qui sont très gentilles.